Bonjour à vous, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours éthique et professionnalisme. Notre rendez-vous hebdomadaire. On se voit une fois par semaine, on prend un café ensemble, on parle du cours. Puis, ton examen de mi-session. Comment ça s'est passé, ton examen de mi-session? Pas trop de maux de tête. Pas trop de problèmes techniques. En tout cas, j'ai pas reçu de courriel avec des points d'exclamation. Je suppose que c'est bon signe. J'espère que vous avez aimé la formule. C'est un cours, c'est un examen à distance. C'est un examen un peu moins stressant. C'est un examen où vous aviez le droit à tout. J'espère que vous avez aimé ça. Sinon, faites-moi des rétroactions, là. J'aime bien savoir des évaluations, comment ça se passe, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux, c'est quoi que vous avez aimé aussi, là, pour voir, pour être sûr de bien répéter les bonnes choses également. Il y en a plusieurs qui m'ont confié, je survolais là, les réponses de vos dans l'examen. Il y en a plusieurs qui m'ont confié qu'ils avaient utilisé Internet, ChatGPT, puis tout ça. Puis j'aurais envie de vous dire, c'est intéressant. Pour la grammaire, l'orthographe, moi, j'ai pas de problème. Mais concernant la recherche et la production de contenu, donc si vous l'avez fait, d'abord, j'espère que vous me l'avez confié dans votre réponse, là, sinon ça pourrait être problématique. Mais si vous l'avez confié, je vous invite quand même à faire une courte introspection, c'est-à-dire que l'objectif de cette évaluation, c'était de mesurer votre propre atteinte des objectifs. Et donc, en me confiant que vous avez utilisé ChatGPT, il faut se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Là. Vous êtes en train de me confirmer que vous n'avez pas encore, en tout cas par vous-même, là, vous n'avez pas encore atteint les objectifs pédagogiques que moi, j'essaye de mesurer. Là. C'est-à-dire que c'est ça que je veux voir. Là. Je veux voir, est-ce que toi, tu as atteint les objectifs pédagogiques et non pas savoir si ChatGPT est capable d'atteindre ces objectifs-là. Là. Ça, c'est un autre défi. Donc, une petite introspection s'impose dans votre cas, si c'est votre cas, parce que dans l'examen final, rappelons-le, là, c'est ce que je vais mesurer aussi. Là. Votre propre atteinte des objectifs, là, ça va être les modules 1 à 12, là, mais c'est la même formule. La seule différence, c'est que là, vous n'aurez accès à rien. Sinon, vous, votre savoir, votre intelligence, les connexions que vous avez vous-même fait, c'est ça que je vais évaluer dans l'examen de fin de session. Donc, je vous invite à tirer des leçons, peut-être, de cet examen de mi-session. Là, c'était un peu l'objectif. Reste la correction. La correction, c'est Nicolas qui a le mandat de corriger tout ça. Pauvre Nicolas, il y en a beaucoup à faire cette session. Vous devriez avoir la correction. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé à Nicolas là, d'ici 2 semaines. C'est les attentes formulées à Nicolas. S'il y a un retard, ça se peut. C'est rare. Habituellement, Nicolas respecte ce genre d'échéancier-là, mais il peut toujours arriver des problèmes, quelque chose. Si ça se produit, je vous ferai signe. Qu'est-ce que je fais d'autre en entame de podcast? Je salue mes auditeurs, je salue mes étudiants et étudiantes là où ils sont, parce que vous êtes un peu partout. C'est le fun de vous lire un peu partout au Québec. Salutations, de nouveau, je l'avais déjà salué, mais là, il me réécrit Charles-Alexandre Bourbeau qui a écouté 2 cours, en tout cas 2 épisodes du podcast et peut-être 2 cours. J'ai peut-être juste écouté l'audio, j'imagine, puisqu'il était en route vers un concert de musique, un concert de musique classique autour du jeu The Witcher. Il est allé voir ça. Ah, ça serait le fun aussi d'avoir ce genre de musique-là au FEC. Je regardais la programmation Big Flo et Oli, puis Avril Lavigne. Lavigne? C'est pas exactement mon mood, mais un show de Witcher, moi je dirais pas non. Puis je croiserai sûrement Charles-Alexandre dans la foule. Salutations aussi à Steve, Dimitri, Kamga, qui écoute, lui, les podcasts en allant à ses matchs de foot, de soccer. Salutations à Émile Lauzon, qui écoute
en tondant la pelouse, donc avec son beau petit tracteur à gazon. Vous irez voir la photo que j'ai publiée sur Instagram. C'est Émile qui est en train de tondre la pelouse. Ça prend de bons écouteurs, j'imagine, là, pour écouter un prof parler pendant qu'on tond la pelouse. Mais tiens, ça me donne une idée pour moi, l'indice du podcast cette semaine. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Commençons déjà par le plus important. Alerte rouge. Le TP2, écoutez, ça s'en vient. Mais votre TP2, il est dû le 6 juillet. C'est avant 23h59, le 6 juillet. Ce qui vous laisse, je dirais, autour de 25-26 jours. Mais ce que je sais, c'est que si vous travaillez juste les week-ends, ben, il vous reste 4 week-ends. Donc 4 samedis et 4 dimanches. Puis, c'est peu. Puis pour les instructions, s'il y en a qui se demandent encore là, les instructions sur le TP2, qu'est-ce qu'on doit faire, là, j'ai prévu un épisode extra que je vais publier, je dirais d'ici vendredi. Ça va être l'épisode, attendez, celui-là, c'est 214. Donc, ça va être 215 pour l'épisode publié vendredi, où je vais vous donner mes instructions sur le TP2. Donc, je vous invite à écouter ces instructions juste avant de sauter dans le TP2. Sinon, ben, à le réécouter peut-être avant de remettre votre TP2. Donc, on l'écoute avant de l'entamer, on le fait, puis on le réécoute les instructions juste avant de le déposer pour être sûr d'avoir respecté ces instructions. Du moins, c'est ce que je vous suggère. Le TP2, donc, d'ici le 6 juillet, ce sera avant 23h59. Disons, déposez-moi ça le 5 juillet. Hein? Allez réécouter l'épisode le 4, puis déposez-moi ça le 5. Puis comme ça, le 6 juillet, date de remise, vous aurez l'esprit en paix. OK, le module 8, on est rendu là. De quoi on parle dans ce module? D'abord, c'est un module qui est super important. On saute sur le terrain. C'est un problème très concret, un problème éthique très commun, je dirais, dans l'exercice de la profession. C'est peut-être le problème qui incarne le mieux l'archétype même d'un conflit éthique, d'un dilemme éthique dans l'exercice du travail. Pour vous, ce sera le conflit de loyauté multiple. C'est comme ça qu'on va le désigner dans le cours. Il y a plusieurs autres noms là, il y en a plusieurs qui parlent du problème des deux chapeaux, conflit de statut. Alors, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est toujours le même problème. Il est là, il est très fréquent. Puis l'objectif de ce module, ben, c'est de vous familiariser avec ce genre de problème, puis de vous préparer à résoudre aussi ce genre de problème. Je vous invite à aller visionner l'enregistrement de cours, mais surtout l'étude de cas qu'on va faire dans l'enregistrement de cours. Vous allez le voir, là, c'est une illustration je le disais, là, du problème peut-être le plus classique dans l'exercice de votre profession. Puis la question qui se cache derrière ce dilemme, c'est qu'est-ce que je peux faire lorsque mon patron, la personne en position d'autorité, me demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de mes devoirs et obligations professionnelles. Je dirais que ça, c'est l'archétype. Là. Donc, il vous demande de poser un geste, puis à la limite, vous ne savez même pas, mais vous avez un petit doute, là. Ça vous gratouille dans la région du doute. Puis vous vous demandez, mais, est-ce que je le fais? Puis si je dis non à mon patron, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il faut être conscient que c'est pas votre patron ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de tuer non plus. Là. Sinon, ben, le dilemme, il n'y en a pas. Là. Je pense que vous allez décider de ne pas voler ou de ne pas tuer. Mais quand on se promène dans des zones grises, si c'est suffisamment gris foncé pour vous turlupiner, puis vous vous dites, ben, moi, je pense que j'ai envie de m'opposer à ça. C'est quoi les recours? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prioriser les intérêts financiers de la compagnie? Il semble pointer dans cette direction-là. Puis, est-ce que c'est ce qui a raison? Est-ce que je dois tolérer peut-être un petit risque, un risque en matière de qualité, de sécurité, de finances publiques? Qu'est-ce que je dois prioriser? Je suis pris, je suis tiraillé.
Hein, là, j'espère que vous reconnaissez certains de vos TP1. Là, il y a plusieurs TP1 qui ressemblent à ça. Cette tension-là, là, le conflit de loyauté, elle est là dans plusieurs des problèmes que vous m'avez vous-même formulés. Puis si c'est le cas, si vous venez de reconnaître votre problème, là, ben faites attention dans ce module 8. Il y a de la théorie, mais c'est pas juste de la théorie. Et pour vous, ce sera très pratique parce que vous devrez intégrer tout ça dans votre TP2. Ça, c'est très certain. Le conflit de loyauté multiple. Hein, c'est notre thème. Je vais le répéter pour être sûr que le vocabulaire soit tranquillement intégré. Le conflit de loyauté, c'est une tension. Hein, il y a un conflit il y a deux parties dans le conflit. D'un côté, il y a l'idée que il y a votre patron, donc vous avez un contrat de travail. Vous avez signé un contrat de travail. Vous avez dit à quelqu'un, moi, si tu me donnes un salaire, je signe en bas ici, là, puis je te promets mon allégeance. C'est un peu ce que ça veut dire, un contrat de travail. Puis ça, c'est pas rien. Un contrat, c'est une loi. Hein. Un contrat, là, sa force de loi, c'est ce qu'on dit. C'est la loi entre les deux signataires là, sur un contrat de travail, c'est les lois qui régissent vos rapports. Un contrat de travail, là, c'est ça. Là. Il y a deux signataires, puis c'est les lois entre vous et votre employeur. Puis ça, le contrat de travail, ça relève du Code civil, la loi sur les contrats. Et donc, vous avez un contrat de travail, vous avez promis conséquemment votre allégeance à votre employeur. Puis voilà, vous avez dit, moi j'ai un salaire, donne-moi un salaire, puis je te donne mon allégeance. Ça, c'est la première partie. Et cette partie-là, elle est en tension avec une seconde partie, c'est le fait que vous ferez bientôt partie d'un ordre professionnel. Hein, ça aussi, ça a force de loi. Hein, je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme. Vous savez maintenant que vous avez l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle. Vous savez que ce code découle du code des professions, qui lui relève plutôt est sous la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel, qui, elle, relève de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez la force de cette autre partie, c'est cette tension-là, là, entre deux parties. D'une part, votre employeur, d'autre part, votre ordre professionnel. D'une part, un contrat de travail, puis d'autre part, le code des professions, le code de déontologie. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça, le conflit. Quoi choisir? Qu'est-ce qui a le plus de force? Parce que vous le voyez bien, là, les deux, là, si vous comprenez les deux parties, le défi, c'est de savoir qui je dois prioriser et dans quel contexte. C'est simple, hein? En fait, c'est pas si simple, mais vous allez voir dans le module 8, il y a plusieurs pistes de réflexion, puis des pistes de réponse aux questions là, que je viens tout juste de vous poser. Dans le podcast, ce que je vous propose, c'est de vous résumer les trois principaux outils que vous pouvez mobiliser pour trancher, pour décider qu'est-ce que vous devez prioriser. Vous irez voir l'enregistrement de cours, là, si vous voulez le détail de ces trois outils-là. Puis évidemment, dans le cours, j'ai un peu plus de temps, je peux expliciter. Mais dans le podcast, c'est toujours un peu plus dense, mais en même temps, je pense que la qualité de l'écoute, elle est toujours là. Si vous choisissez un contexte qui est propre aussi, là, si vous êtes en train de TikToker puis de jaser avec votre coloc, ça ne fonctionnera pas. Donc là, appuyez sur pause, trouvez-vous un moment, allez vous promener, allez prendre une marche, allez promener le chien, allez faire votre vaisselle. C'est le moment là, parce que ce que je vais vous expliquer ici, ce sera un petit peu plus dense, mais ça résumera une bonne partie, je dirais, du module 8. Bon, vous êtes prêts? On va voir qu'il y a trois outils, en tout cas, c'est les trois que j'ai décidé de vous résumer ici. Trois outils qui peuvent vous aider à trancher. Hein, lorsque vous hésitez entre l'autorité patronale et l'autre forme d'autorité qui est l'intérêt public, si vous êtes face à une situation où vous vous demandez, écoutez, mon patron me demande telle chose, puis j'ai des doutes, j'hésite, je pense que je devrais refuser ce qu'il me demande
de faire parce que l'intérêt public risque d'être desservi. Donc, si vous êtes face à ce genre de dilemme-là, ce qu'on a appelé un conflit de loyauté, il y a 3 outils que je vous propose pour trancher et vous en sortir. Le premier, c'est la loi. La loi vous dit, face à un conflit de loyauté, vous devez donner préséance à votre ordre professionnel. Donc ça, c'est pas la première fois que des professionnels sont face à un conflit de loyauté, puis la loi a été pensée pour vous donner des ressources supplémentaires pour contredire l'autorité patronale. La loi vous donne cet outil-là. Là. Dans certaines lois, on mentionne presque explicitement, en fait, parfois c'est explicite, là, on mentionne que vous devez prioriser votre allégeance envers votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Donc, dans la loi, dans le Code des professions, on fait par exemple mention que vous devez prioriser votre allégeance à votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. En fait, on ajoute souvent qu'à l'intérieur même de votre contrat de travail, on devrait intégrer vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, la loi, elle est là, elle est derrière vous. Si vous voulez contester l'autorité patronale, vous pouvez vous dire, j'ai la loi de mon bord. Le deuxième outil, c'est la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, c'est quoi? C'est des jugements en cours, des jugements devant les tribunaux. Hein, c'est-à-dire que quand il y a des conflits légaux, on se retrouve devant les tribunaux. Devant les tribunaux, on mobilise la loi, puis le juge va avoir à interpréter la loi face à un cas concret. Comment il y a monsieur et madame ici, là, il y a la loi, puis comment on applique la loi à monsieur et madame ici qui sont devant moi, devant cette cour? Dans les jugements donnés, énoncés par des juges devant les tribunaux, si vous allez examiner la jurisprudence, vous allez voir que dans tous les jugements qui ont mobilisé ce genre de conflit de loyauté, qui ont examiné ce genre de conflit de loyauté, à chaque fois, le juge a conclu que le professionnel aurait dû prioriser son allégeance envers sa profession. Parce que, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, là, c'est mentionné dans la loi, dans le Code des professions, c'est mentionné que le professionnel doit donner priorité à son ordre professionnel. Puis à chaque fois, vous allez le voir dans les exemples que j'ai mentionnés en classe, là, chaque fois le juge rappelle au professionnel, tu sais quoi, tu aurais dû prioriser ton ordre professionnel. Tu sais quoi, tu as eu raison de prioriser ton ordre professionnel. Ou il va dire à votre employeur peut-être fautif, vous avez eu tort de le congédier parce que lui, il a d'autres formes d'obligations et il doit donner, prioriser son allégeance à son ordre professionnel. Donc ça, c'est les 2 premiers outils. Si vous hésitez, vous vous dites que je suis pris avec un grand conflit, là. J'ai envie de dire non à mon patron pour toutes sortes de bonnes raisons, puis je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, vous avez la loi de votre côté, puis vous avez la jurisprudence de votre côté. Le troisième outil que vous allez voir, je le mentionne aussi dans l'enregistrement de cours, c'est la doctrine. Hein, la doctrine, ce sont les experts en droit qui analysent la loi, qui analysent la jurisprudence. Puis eux aussi vont essayer de voir c'est quoi qui se cache dans le texte de la loi, dans l'esprit de la loi, c'est quoi qui se cache dans tel jugement de tel juge en telle année, dans tel cas. Puis là, on fait l'analyse de tout ça, puis on en tire des conclusions sur le droit en général qui concerne le conflit de loyauté. Puis la doctrine pointe exactement toujours dans la même direction. Vous devez prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession. Donc ça, je vais revoir la démonstration, elle est plus longue dans l'enregistrement de cours, mais c'est toujours le même raisonnement. Lorsque vous avez un conflit de loyauté, si vous souhaitez vous opposer à une demande patronale, pour les raisons qui sont les vôtres, notamment si vous voulez prioriser l'intérêt du public, vous pouvez vous appuyer sur la loi, la jurisprudence et la doctrine. Ah oui, l'indice de la semaine, j'en avais parlé
au début du podcast. Écoutez, l'indice de la semaine, ce sera envoyez-moi une photo de votre lieu d'écoute du podcast. Donc, en prenant votre marche, en écoutant le podcast dans votre café préféré, là, le moment, le lieu où vous écoutez ça. Là, écoutez, faites attention aussi aux enjeux de confidentialité. Là. Je ne veux pas voir des photos de votre chambre, par exemple. Faites attention. Mais ce que je veux, c'est des photos là où vous êtes. Promenez-vous, allez voir, là, vous êtes partout au Québec. Puis moi, ben, je vais prendre ça va être votre indice de la semaine. Puis, ben, je vais même donner peut-être un badge là, à la plus belle photo, là, une belle photo là, qui illustre, je dirais, le cours à distance. Hein, c'est ça aussi, un cours à distance. On est ailleurs, mais quand même, on reste dans le cours. Donc, la plus belle photo qui va illustrer ces deux concepts va obtenir un badge particulier. Puis sinon, pour les autres, ce sera votre indice de la semaine. Puis si vous êtes trop... si ça ne vous tente pas, écoutez, je ne veux pas vous contraindre à m'envoyer des photos non plus. Si ça vous ennuie un peu trop, là, disons, envoyez-moi les 3 mots, les 3 concepts centraux de cet épisode-là. Là, je vous ai parlé des 3 outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous sortir d'un conflit de loyauté et pour prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession. J'ai parlé de 3 mots, la loi, la doctrine, la jurisprudence. Vous pouvez aussi soit m'envoyer une photo ou soit aussi m'envoyer ces 3 mots comme indice cette semaine. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Vous avez juste à dire non à un patron lorsque vous souhaitez prioriser à l'intérêt public. Puis si c'est si facile, ben pourquoi que le prof m'en parle dans un cours? Puis pourquoi il m'en parle dans un podcast? Mais parce que vous allez voir là aussi dans l'enregistrement de cours que même si vous le voyez, vous l'entendez, même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointent toujours dans la même direction, c'est-à-dire que vous devez prioriser votre allégeance envers votre ordre professionnel, ben dans la réalité, cette priorisation-là, elle est beaucoup plus fragile. En fait, puis c'est pas la première fois que vous allez l'entendre dans ce cours, si vous avez écouté les enregistrements de cours. En fait, ce qui se passe ici, c'est que ça relève de votre identité professionnelle, hein, votre tendance à prioriser vos devoirs et obligations professionnelles, ça fait partie de votre identité professionnelle. Puis cette identité-là, elle s'effrite, elle s'estompe, elle disparaît progressivement. Puis, curieusement, puis c'est peut-être l'absurdité de la chose, c'est ce qui devrait théoriquement vous pousser à dire non à un patron. C'est ce qui devrait vous dire, moi, je vais prioriser les intérêts propres à mon ordre professionnel. Ben ça relève de l'identité professionnelle. Puis celle-là, je vous disais, elle s'efface, elle s'effrite, elle disparaît, puis elle va disparaître sur le terrain. Du moins, on constate qu'elle disparaît dès les premières années de travail. Dès que vous allez vous mettre à travailler. Là, en ce moment, c'est simple, on est dans un cours, la théorie, je la comprends. Et moi, ce que je vous dis, c'est que dès que vous allez commencer à travailler, cette évidence-là, elle va sombrer. En fait, vous allez voir dans le rapport, je vous ai demandé de lire le rapport Bégin-Rondeau-Marchand sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. En fait, c'est au module 7 que je vous avais demandé de lire ça, donc vous l'avez lu, hein? Évidemment que vous l'avez lu. Vous ne lisez pas tous les textes, je regarde les statistiques de clics sur les textes, il y en a qui ne cliquent même pas sur les textes. Il faut les lire, les textes, c'est là que vous avez la matière. Hein, c'est pas juste des résumés qu'il faut apprendre, c'est la matière qu'il faut tranquillement intégrer si vous voulez devenir compétent. Ce que je disais, c'est que dans le rapport sur le viaduc, l'effondrement du viaduc de la Concorde, ça fait partie des constats. Hein, c'est-à-dire qu'on mentionne que l'identité professionnelle, elle s'effrite. Elle s'effrite peut-être au même rythme que le viaduc en question. La citation dans le rapport, je l'ai pris en note ici. Dans le rapport, on mentionne « On constate qu'après 1 an dans leur premier emploi,
Les jeunes professionnels c'est vous ça. Les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients. Envers leurs clients, il faut entendre le patron, là. Donc, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leur principal client, qui est aussi leur patron, mais ne mentionnent plus leurs devoirs envers la société. Ils n'en parlent même plus. 1 an, c'est tout ce que ça vous prend pour mettre de côté votre identité professionnelle. Là, en ce moment, je vous explique, non, là, la loi, la jurisprudence, tout ça, vous demande de prioriser votre ordre professionnel, mais après 1 an, sur le terrain, cette priorisation, elle a pris le bord. 1 an. 1 an, c'est tout ce que ça vous prend pour oublier l'existence même de ce devoir de priorisation de votre allégeance professionnelle. Et vous le voyez, 1 an, c'est suffisant pour faire disparaître l'idée même d'un conflit de loyauté. Parce que là, je vous l'explique, puis ça fait du sens pour vous. C'est-à-dire que, là, je le vois bien, il y a un conflit entre mes devoirs et obligations envers ma profession, puis il y a des devoirs et obligations envers mon employeur, puis là, je dois choisir entre les deux. Mais pour être capable de faire ça, pour résoudre un conflit de loyauté, il faut d'abord être capable de reconnaître minimalement l'existence même de ces deux identités-là. D'abord, vous êtes un employé, puis vous travaillez pour la compagnie, votre employeur, avec ses propres objectifs, dont des objectifs financiers, puis vous voulez assurer la sécurité financière de la compagnie pour laquelle vous travaillez, vous aimez votre employeur, en ce qu'on appelle l'identité corporative ou l'identité de travail. Et il y a je vous disais, il y a deux identités. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas seulement un travailleur, vous êtes aussi un professionnel. Donc, vous faites partie d'un ordre professionnel avec ses valeurs, avec son histoire, avec ses propres visées, avec ses devoirs et obligations professionnelles. Et ça, c'est l'identité professionnelle. Et si vous reconnaissez ces deux identités, donc employé et professionnel, si vous reconnaissez qu'il y a deux formes de loi qui s'affrontent, le contrat de travail et le code des professions, à ce moment-là, on a un conflit de loyauté. Mais le problème, puis vous le voyez, puis vous le sentez, puis dans le module 8, vous allez l'explorer, sociologiquement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est la disparition, j'en parlais, l'effritement de l'identité professionnelle après seulement, disons, quelques années de travail. Puis donc, ce qui se passe, puis vous l'avez compris, c'est que tranquillement, au fur et à mesure que vous ouvrez les modules de ce cours, ce qui est intéressant, c'est que ça fait grandir votre identité professionnelle. Puis moi, je vous raconte l'histoire du professionnalisme, puis là, j'étais intense, puis je vous raconte les valeurs, puis c'est important, puis tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que dès que vous allez sortir de... En fait, ça sera peut-être à son summum à la fin de mon cours, ou peut-être lorsque vous allez faire votre promesse là, avec la bague devant votre ordre professionnel. Disons que c'est là son sommet. Mais après, ce qui se passe, c'est que ça va tranquillement s'effriter. Votre identité professionnelle va tranquillement s'estomper. Elle sera de moins en moins forte. Pour certains, en tout cas, ce sera le cas. Et lorsque ça se passera, le problème, il sera important. Pourquoi? Parce que maintenant, vous le savez, la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit priorisez vos devoirs et obligations professionnelles. Puis vous, sociologiquement, après quelques années, vous ferez le contraire. Vous ferez le contraire de ce que la loi, la jurisprudence et la doctrine vous prescrit. Sur le terrain, dès que vous allez trouver votre premier employeur, là. Mon employeur, je l'aime, c'est mon identité, je l'ai choisi en fonction de mes valeurs, j'ai toujours rêvé de travailler dans cette industrie-là, pour cette compagnie-là, peut-être. Votre identité professionnelle va laisser de plus en plus de place à votre identité corporative, qui, elle, va se fusionner à votre identité personnelle. Donc, c'est ce qui se passe, là. Sociologiquement, c'est ce qu'on constate. On constate plutôt votre identité personnelle, ça se fusionne avec votre identité corporative. Puis plus ça fait longtemps que vous travaillez là, plus c'est vrai. Et mais ce qui se passe, c'est que votre identité professionnelle, elle, disparaît progressivement.
Puis, ce qui se passe, c'est qu'à terme, vous aurez de plus en plus de difficultés à reconnaître l'existence même d'un conflit de loyauté. Hein, tranquillement, ce qui se passe, c'est que vous allez oublier l'existence même d'une partie de ce conflit de loyauté. Il n'y a plus de conflit de loyauté parce qu'il y a juste une forme de loyauté qui est celle envers mon employeur. Et lorsque ce sera le cas, ben, le conflit de loyauté existera encore au sens de la loi, mais vous ne le verrez plus. Hein, c'est ce que certains ont appris, là. Vous avez vu les témoignages de certains ingénieurs devant la commission Charbonneau, là. Il y en a plusieurs qui avaient carrément oublié là, leur devoir d'allégeance envers leur profession. À la limite, ils étaient juste là pour leur employeur, là. Ils n'étaient plus là pour les intérêts du public. Voilà. Identité professionnelle et conflit de loyauté. Conflit d'identité, de rôle, de loyauté, ça existe à la condition de reconnaître les deux parties de ce conflit. OK, ce sera tout pour le module 8. Vous aurez écouté l'enregistrement de cours pour le reste. Je voulais faire un épisode un peu plus court cette semaine, notamment parce que il y a un autre podcast ce vendredi, le TP2 a entamé le plus rapidement possible. D'ailleurs, profitez-en dès ce week-end pour communiquer avec les membres de votre équipe. Il y en a plusieurs qui... Bon, le TP1, ça s'est fait, mais c'était pas si compliqué que ça. Le TP2, on a besoin de tout le monde. Puis on a besoin que tout le monde travaille fort. Je vous rappelle là, que c'est 10 heures de travail par personne qui a été... donc le TP2, là, dans mes instructions du TP2, il a été pensé et conçu pour 10 heures de travail par personne tout au long de la session. Donc, il faut commencer à planifier les travaux. Allez, on lâche pas. C'est la session d'été, encore une fois, ça avance vite. On lâche pas. Bye bye.